La brume s'élève des collines. Elle arrive par vagues. Les montagnes attendent. Elles ont toujours attendu. Ici, le temps ne passe pas. Il s'accumule comme la neige. Les glaciers ont sculpté ces vallées qu'on appelle glennes. Ils ont fait leur œuvre et sont partis. Les vallées sont restées. Les pierres sont restées. Les montagnes sont restées. C'est l'Écosse. Dans les Hébrides, là où la mer rejoint le ciel, le temps s'arrête. Les îles flottent dans l'histoire comme des navires à l'ancre. Les anciennes traditions vivent ici. Pas pour les touristes, pas pour le spectacle. La langue gaélique circule encore dans les coins des pubs. Sur Skye, les falaises noires plongent dans la mer verte. Les Vikings sont venus ici. Les moines irlandais, les rebelles jacobites, des gens fuyant vers l'Amérique. Chaque vague qui frappe les rochers raconte un fragment de l'histoire. Édimbourg se dresse, grise comme un ciel gris. Le château surveille la ville. Chaque pierre raconte une histoire. Les histoires s'empilent en couches. Dans les rues étroites, les pas sur les pavés font écho à d'autres pas. 1000 ans de pas. La brume s'écarte comme un rideau de théâtre, révélant des montagnes qui s'élèvent comme des dieux anciens sortis de la terre. Les Romains sont venus jadis. Leur légion était de fer, de cuir et de discipline. Les montagnes les ont vus venir. Les montagnes les ont vus partir. Les clans sont venus après. Ils sont restés plus longtemps. Ils ont construit des murs, ils ont élevé du bétail, puis ils sont morts. Les montagnes, elles, sont restées. Me voici à Glencoe. Je traverse en voiture un matin d'hiver 2023, mon équipement vidéo cliquetant sur la banquette arrière. Je n'avais pas prévu de m'arrêter ici. Je n'avais pas prévu de raconter cette histoire. Mais parfois, c'est l'histoire qui vous choisit. L'histoire vous trouve quand vous vous y attendez le moins. Je suis venu en Écosse en suivant les chemins ancestraux des conteurs, ces bardes errants qui transportaient les récits de glen en glen, ces longues et profondes vallées d'Écosse. Ce que j'ai trouvé était une histoire écrite dans la pierre et la neige, un récit qui traverse les siècles pour parler de pouvoir, de trahison et du prix de la confiance. Je suis Christophe Caporelli. Mon travail d'historien public et vulgarisateur m'a conduit à travers l'Europe, suivant les fils qui relient notre passé à notre présent. Avec Odyssea 2.0, j'essaie de créer des documentaires qui décollent les couches du temps, révélant comment les récits anciens pulsent encore dans les veines de notre monde moderne. Ma propre histoire est écrite en plusieurs langues, terre française, mer grecque, rue italienne. C'est peut-être pour ça que je suis attiré par ces carrefours de l'histoire, ces lieux où différents mondes se rencontrent. En tant que vulgarisateur d'histoire ayant des racines dans 3 pays méditerranéens, je pensais connaître les vendettas, les querelles de sang, le poids de la mémoire historique. Mais Glencoe est différent. Ici, les montagnes elles-mêmes semblent retenir leur souffle, gardant une histoire bien plus complexe que ce que suggèrent les dépliants touristiques. À Glencoe, vous trouverez une ancienne blessure. Elle ne guérit pas. Elle ne guérira pas. Certaines blessures sont ainsi. Ce qui s'est passé ici, en 1692, n'était pas qu'un autre chapitre de l'histoire sanglante de l'Écosse. C'était un moment où le monde moderne s'est annoncé à coups de mousquet, où les codes ancestraux de l'hospitalité se sont heurtés à la froide logique du pouvoir d'État. Et les échos, ils continuent de rebondir sur ces murs de pierre.
l'hiver de 1691 apporta plus que de la neige dans les Highlands et trouva l'Écosse prise dans les vents contraires du pouvoir européen. 3 ans plus tôt, William d'Orange avait navigué de Hollande vers l'Angleterre avec 463 navires et 14 000 hommes. Le prince protestant, invité par des nobles anglais qui craignaient leur roi catholique, James II Stuart, apportait avec lui le poids de la politique continentale. Ce qu'ils appelèrent la Glorieuse Révolution, sans effusion de sang en Angleterre, allait déchirer l'Écosse et l'Irlande pendant des générations. Le roi déchu, James VII d'Écosse ou James II d'Angleterre de la dynastie Stuart, s'enfuit en France où son cousin Louis XIV vit une opportunité. Le roi Soleil offrit à James un palais, une armée et un rêve de restauration. Soudain, les Highlands écossais devinrent une pièce d'échec dans un jeu européen. Lords français et les agents français circulaient dans les Glennes, murmurant des promesses aux chefs qui se souvenaient de leur ancienne loyauté envers la maison Stuart et le roi James. En Irlande, la guerre avait déjà explosé. James y débarqua en mars 1689, transformant l'île en un champ de bataille sanglant entre les forces de Williams et les forces jacobites. Le siège de Derry, la bataille de la Boyne, chaque bataille résonnant à travers la mer d'Irlande, rappelant aux chefs écossais le prix à payer pour avoir choisi le mauvais camp. La France de Louis XIV observait la situation avec un appétit grandissant. Nation la plus puissante d'Europe, la France pouvait faire pencher la balance en soutenant la restauration de James. Chaque chef des Highlands, qui refusait de prêter allégeance à William, était un allié potentiel pour la France. Chaque glen, un possible site de débarquement pour les troupes françaises. Le gouvernement de William à Londres voyait les Highlands non seulement comme une région rebelle, mais comme une porte dérobée par laquelle le pouvoir français pouvait revenir en Grande-Bretagne. Les clans des Highlands avaient déjà goûté à la défaite dans leur soutien à la cause jacobite. À Dunkeld, en août 1689, les forces camérouniennes avaient écrasé le soulèvement initial des Highlands, renvoyant les guerriers des clans se réfugier dans leur vallée. Puis vaincre Dale en mai 1690, où les troupes williamites, sous les ordres de Sir Thomas Livingstone, surprirent les restes de l'armée jacobite dans leur camp pendant la nuit. Les combattants des Highlands, à moitié nus et désorganisés, se dispersèrent dans la brume matinale. Certains l'appelèrent « The House of Cromdale », immortalisant la défaite dans un chant amer. Ces batailles avaient démontré l'écart militaire grandissant entre les tactiques des Highlands et la guerre moderne, entre le courage ancestral et la mousqueterie disciplinée. Chaque défaite poussait les chefs de clan vers un terrible calcul, poursuivre un combat qui semblait de plus en plus désespéré, ou se soumettre au nouvel ordre et préserver leur peuple. Alors que l'hiver s'installait sur les Highlands en 1691, ses souvenirs de sang, lors des dernières batailles, rendaient le futur ultimatum de William d'autant plus pressant. À Édimbourg, John Dalrymple, maître de Stair, comprenait le langage du pouvoir. Il conseillait au nouveau roi. Les chefs des Highlands doivent se soumettre. Ou ils doivent apprendre la soumission par le sang. La politique était complexe, mais les armes étaient simples. Les mousquets anglais avaient tué l'infanterie française lors des guerres contre Louis XIV. Ils tueraient les Highlanders tout aussi bien. Les soldats connaissaient bien leur art sanglant. Ils l'avaient appris dans les Flandres, où la guerre était devenue une science. Les instructeurs leur avaient appris à charger en 12 mouvements,
tiré en vol et contrôlé, à avancer à pas mesurés. Les anciennes loyautés claniques se heurtaient au nouveau rouage du pouvoir d'État. Les chefs des Highlands faisaient face à un ultimatum du roi William III d'Orange, récemment installé. Prêter allégeance avant le 1er janvier 1692 ou en subir les conséquences. Chaque chef comprenait l'équilibre délicat, la survie de leur peuple contre des siècles de tradition. Dans la vallée de Glencoe, où les 3 sœurs montent une garde éternelle, les MacDonalds vivaient comme leurs ancêtres l'avaient fait pendant des générations. Leur maison noire, construite avec la sagesse des siècles, se fondait harmonieusement dans le paysage. Les doubles murs de pierre, remplis de terre et de gravats, s'élevaient du sol comme des formations naturelles. Les toits, couverts de bruyères et de fougères, évacuaient l'eau avec l'efficacité d'une fourrure de phoque. À l'intérieur, les foyers centraux brûlaient la tourbe extraite des mêmes tourbières qui avaient réchauffé les grands-pères de leurs grands-pères. Chaque chef des Highlands faisait face à un choix impossible, rompre leur parole donnée à James ou tout risquer pour un roi vivant désormais en exil en France. Certains, comme les puissants MacDonalds de Glengarry, avaient des murs de château derrière lesquels méditaient leur option. Les MacDonalds de Glencoe, le clan MacIan, vivant dans des maisons noires dispersées à travers leur vallée, étaient plus vulnérables. Parfait pour en faire un exemple. Alistair MacIan, le chef du clan MacDonald de Glencoe, comprenait l'évolution des temps et le risque pour son peuple. Le 31 décembre 1691, celui qu'on appelait le Vieux Renard partit pour Fort William, les sabots de son cheval brisant la neige croûtée. Le vieil homme portait des générations de traditions à sa ceinture et l'avenir de son peuple dans son cœur. Le timing était précis. La politique, elle, ne l'était pas. Le colonel Hill, à Fort William, commandait 300 hommes, 4 canons de laiton, mais il ne pouvait pas techniquement accepter le serment. L'autorité résidait à Inverary avec Sir Colin Campbell, le shérif. La politique moderne exigeait de telles complications administratives. Le colonel Hill n'était pas un bureaucrate sans cœur. Gentleman âgé, avec 2 filles célibataires, attendant toujours l'argent que le gouvernement lui devait, il avait donné des assurances tant verbales qu'écrites de protection à MacIan et à son peuple. Les autorités avaient longtemps soupçonné le colonel Hill de traiter ces Highlanders avec trop d'humanité. Leur solution fut de placer sous ses ordres l'impitoyable et ambitieux gouverneur adjoint James Hamilton, quelqu'un avec qui il pouvait traiter directement. Le pouvoir sait toujours comment contourner la conscience. Le visage du colonel montrait justement la tension d'un homme pris entre le devoir et la conscience, tandis qu'il dirigeait MacIan vers Inverary pour prêter serment. L'hiver des Highlands ne montrait aucune pitié pour les vieux hommes en mission urgente. MacIan lutta contre des tempêtes capables de geler le souffle d'un homme dans sa barbe. Le chemin vers Inverary est devenu un parcours d'obstacles délibéré pour MacIan. Alors que le chef âgé voyageait pour prêter serment de fidélité, le capitaine Thomas Drummond, non pas un Campbell, mais un soldat professionnel du Perthshire, l'a intercepté avec une précision calculée. Malgré la lettre du colonel Hill expliquant ses missions, MacIan s'est retrouvé détenu juste assez longtemps pour assurer son échec. Quand il atteignit enfin Inverary le 6 janvier, le délai légal pour prêter serment était passé. Sir Colin Campbell, le shérif, lui-même issu du clan Campbell, refusa initialement d'accepter le serment, ne cédant qu'après 3 jours de supplication. MacIan retourna à Glencoe, convaincu d'avoir assuré la sécurité de son clan, tandis que son arrivée tardive et son serment étaient consignés d'une écriture précise par des greffiers méticuleux. 6 jours de retard, une échéance manquée, une formalité qui allait servir. Ce qui semblait être un malheureux retard
s'est révélé être un sabotage minutieux. Chaque point de contrôle, chaque interrogatoire, chaque nécessité administrative fonctionnait comme des rouages parfaitement calibrés dans une machine conçue pour un seul objectif: s'assurer que McKean arrive trop tard pour sauver son peuple. À Londres, John Dalrymple, maître de Stair et secrétaire d'État pour l'Écosse, vit une opportunité dans cette violation technique. Un nouveau roi avait besoin d'exemples. Les MacDonald de Glencoe n'existaient dans les rapports de Londres que comme des chiffres: 50 hommes aptes au combat, 200 âmes au total, potentiels sympathisants jacobites, voleurs de bétail, un problème à résoudre et encore une fois, parfait pour un exemple. Les rapports, évidemment, ne mentionnaient pas la façon dont la fumée s'élevait de leur cheminée, ni comment leurs enfants apprenaient les vieilles chansons, ni comment ils respectaient les anciennes lois de l'hospitalité. Les ordres de Dalrymple pour l'exécution du clan circulaient dans les hiérarchies militaires avec une froide précision. Le capitaine Robert Campbell de Glenlyon n'était pas né pour devenir un instrument de terreur d'État. Autrefois fier gentilhomme des Highlands, en 1692, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Un homme noyé dans les dettes, ses terres ancestrales hypothéquées, l'avenir de sa famille incertain. Le code des Highlands exigeait qu'il maintienne la dignité de sa position, même si la pauvreté rongeait sa maisonnée. Pour le capitaine Robert Campbell, l'armée offrait une certaine élévation sociale, et cette élévation exigeait l'obéissance. Il avait très bien vu ce qui arrivait aux officiers qui remettaient en question les ordres. Pour ces hommes-là, les promotions les ignoraient, les laissant vieillir et croupir dans des garnisons frontalières, regardant des hommes beaucoup plus jeunes et surtout beaucoup plus obéissants commander. Le capitaine Robert Campbell de Glenlyon conduisit ses hommes dans Glencoe début février. Sa compagnie, 120 hommes du régiment d'infanterie d'Argyle, arriva avec l'efficacité exercée de soldats vétérans. Leur équipement témoignait de longues campagnes dans les Flandres, mousquets bien entretenus malgré l'humidité, munitions soigneusement enveloppées, épées montrant l'usure d'une utilisation réelle plutôt que celle des parades. Ce n'étaient pas de simples troupes de cérémonie, mais des guerriers endurcis qui avaient vu les tirs français déchirer les formations d'infanterie. Le régiment comprenait de nombreux hommes du clan Campbell, rivaux éternels et mortels du clan MacDonald. La querelle entre les Campbell et les MacDonald avait des racines profondes. Seulement 4 ans plus tôt, des raiders MacDonald avaient volé le bétail des Campbell, brûlant plusieurs maisons au passage. Ils vinrent sous le prétexte du quartier libre, une vieille coutume dans ces collines où l'argent était rare et les obligations se payaient en gîtes et couverts. Les MacDonalds connaissaient bien cette pratique et les accueillirent donc selon la coutume des Highlands. Les lois de l'hospitalité étaient sacrées, plus anciennes que le christianisme dans ces vallées. Chaque foyer accueillit des soldats, partageant leurs provisions d'hiver. Pendant 2 semaines, ils vécurent ensemble dans l'intimité des maisons des Highlands. Les soldats apprirent les noms des enfants, partagèrent des histoires du soir, jouèrent au shanty dans la neige. Certains, comme le lieutenant Lindsay, notèrent dans leur journal la qualité du whisky de MacPhail et le talent de Henderson à la cornemuse. Mais dans les couloirs feutrés du pouvoir à Londres, une conspiration se tissait comme une toile d'araignée mortelle. Le comte de Stair s'impatientait. Sa plume grattait le papier dans le silence de son bureau. Ses lettres au lieutenant-colonel Hamilton et au colonel Hill portant le poids de dessins meurtriers. Le 30 janvier, ces mots trahissaient déjà une anxiété fébrile. Les MacDonalds, ces montagnards coriaces menés par le vieux renard, ne devaient surtout pas être alertés.
le moindre murmure d'avertissement, et la proie s'échapperait du piège soigneusement tendu. La machine de la destruction aurait dû se mettre en marche presque immédiatement après l'arrivée de Robert Campbell et ses hommes à Glencoe. Mais dans ce ballet macabre, un homme dansait à contretemps, le colonel Hill. Vétéran des frontières, il avait appris à voir l'humanité derrière les étiquettes de rebelles et sauvages que Londres collait si facilement aux Highlanders écossais. Dans son cœur, se livrait une bataille silencieuse entre devoir, survie et conscience. Jour après jour, il repoussait l'inévitable. Chaque retard était une petite victoire de l'humanité sur la froide raison d'État. Ses supérieurs s'impatientaient, mais il continuait sa résistance passive, gagnant des heures précieuses, des jours peut-être, pour ces hommes et ces femmes qu'il avait appris à respecter. Dans ses yeux fatigués, se lisait le poids d'une décision impossible. Mais le pouvoir a ses moyens de briser même les âmes les plus nobles. La pression montait comme une marée inexorable. Les messages de Londres se faisaient plus menaçants, les regards plus suspicieux. La carrière de Hill, construite sur des décennies de service loyal, pendait au bout d'une plume, et dans les recoins les plus sombres de son esprit, s'insinuait une peur plus personnelle. Qu'arriverait-il à sa carrière, pire, à sa famille, s'il persistait dans son opposition? Finalement, dans un moment qui entrait probablement ses nuits jusqu'à sa mort, il capitula. Sa main tremblait légèrement, détail que seuls les plus observateurs auraient pu remarquer lorsqu'il signa les ordres d'exécution. Le document semblait peser une tonne. Chaque mot, un clou dans le cercueil de son intégrité. Avec cette signature, il scellait non seulement le destin des MacDonalds de Glencoe, mais aussi une partie de son âme. L'encre sécha sur le papier, mais la tache sur sa conscience ne s'effacerait jamais. Dans les années qui suivraient, les survivants de Glencoe parleraient de lui avec un mélange de pitié et de mépris. L'homme qui avait essayé d'être bon, mais qui n'avait pas eu la force d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Pendant ce temps, dans les ombres de Glencoe, certains MacDonalds portaient en eux une sagesse ancestrale, un instinct affiné par des générations de survie dans ces vallées impitoyables. Leurs yeux, habitués à lire les humeurs changeantes du ciel des Highlands, voyaient maintenant quelque chose de plus sombre dans les regards de leurs invités. Les sourires des soldats semblaient trop forcés, leurs rires trop creux, leurs questions trop précises sur les chemins menant hors de la vallée. La nuit devint leur allié, alors que le vent d'hiver hurlait à travers les gorges, masquant le bruit de leurs pas, des familles entières s'éclipsaient dans l'obscurité. Une mère, serrant son enfant contre sa poitrine, étouffant ses pleurs avec des chuchotements rassurants. Un vieillard guidant ses petits-enfants le long de sentiers secrets, transmis de génération en génération. Des bergers transformés en éclaireurs, utilisant leur connaissance intime du terrain pour guider leurs proches vers la sécurité. Ces départs se faisaient dans le plus grand secret, déguisés en routine quotidienne. Une famille prétendant aller chercher des brebis égarées, une autre parlant ouvertement d'une visite à des parents dans un glen voisin. Chaque excuse soigneusement choisie, chaque mouvement calculé pour ne pas éveiller les soupçons. Car dans les Highlands, la survie dépendait souvent de l'art de paraître ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Les vallées voisines, liées par des siècles d'alliances et de mariages entre clans, ouvrirent silencieusement leurs portes. Des familles qui peut-être hier encore étaient des rivales accueillirent les fugitifs, partageant leurs maigres provisions d'hiver. Car au-delà des querelles de clans, existait une loi plus ancienne encore, celle de la survie commune face aux menaces venues du sud. Cette fuite nocturne, cet exode silencieux à travers les cols enneigés, sauverait de nombreuses vies.
Sur les 500 personnes qui vivaient à Glencoe, plus d'une centaine avaient réussi à fuir à temps. Cette fuite laissa aussi une marque indélébile dans la mémoire collective des Highlands. Le souvenir ou l'instinct de survie l'emporta sur la confiance. Le 12 février, alors que, comme d'habitude, le vent hurlait dans le glen, les ordres du colonel Hill se propagèrent comme du poison le long de la chaîne de commandement. Le lieutenant-colonel Hamilton devait prendre 400 hommes pour sceller les issues nord, piégeant les McDonald's dans leur propre glen. Pendant ce temps, le major Duncanson mènerait 400 autres hommes pour rejoindre la compagnie de Glen Lyon. Leurs ordres étaient simples et terribles. Balayer la vallée vers le nord, tuer tous ceux qu'ils trouveraient, prendre ceux qui pouvaient être emportés, brûler le reste. Ce soir-là, alors que les familles partageaient leur foyer avec des hommes qui deviendraient bientôt leurs bourreaux, Thomas Drummond arriva avec les ordres de Duncanson pour Glen Lyon. Drummond commandait la compagnie de grenadiers du régiment et était donc le supérieur du capitaine Robert Campbell de Glen Lyon. Sa présence était là pour s'assurer que les ordres seraient bien suivis. Le soir du 12 février porte ses propres présages. Le vent change, apportant ce lourd silence qui précède la neige des Highlands. Les soldats, en particulier ceux venant des Highlands, sont assis en cercle autour des feux. Certains prient à voix basse, d'autres boivent plus que leur part pour atténuer le dégoût qui les habite. Aucun ne peut dormir. Dans l'obscurité grandissante, un soldat se tient près d'une ancienne borne de pierre. Sa conscience pèse plus lourd que son mousquet, tandis qu'il murmure en gaélique à un McDonald qui passe. « Ô grande pierre là-bas dans la vallée, bien que grand soit ton droit d'être ici, si tu savais ce qui doit se passer cette nuit, tu ne resterais pas ici. » Pas un mot n'est échangé entre eux. Aucun n'était nécessaire. Le message, enveloppé dans une énigme et adressé à la pierre, avait trouvé sa véritable cible. Avant que la nuit ne tombe complètement, le McDonald et les siens s'évanouiraient, sauvés par des mots prononcés à la pierre, mais destinés à la chair. Dans une maison noire, où la fumée de tourbe flotte en couches sous la chaume, John McDonald, 12 ans, regarde son père partager un verre avec le capitaine Robert Campbell. La lueur du feu attrape le visage du capitaine tandis qu'il lève sa coupe. Est-ce un tremblement dans sa main ? Est-ce la culpabilité qui assombrit ses yeux ? Pendant plus de 12 jours, il a mangé leur pain, bu leur whisky, partagé leurs histoires. Ces hommes sont dispersés dans le glen, dormant sous les toits des McDonald, jouant avec les enfants de McDonald. Dans sa poche, des ordres d'Édimbourg transformeront cette hospitalité en armes. La nuit tombée, dans le quartier des officiers, le capitaine Campbell ouvre ses ordres une dernière fois. Le papier craque dans le silence, le seul son outre le crépitement des bûches de tourbe dans l'âtre. Les mots sont clairs, écrits de la main élégante de Dalrymple. Passez tous au fil de l'épée, ceux de moins de 70 ans. L'opportunisme politique déguisé en loi et ordre. Le nouveau roi William doit montrer aux Highlands qui est le maître maintenant. Glen Lyon regarde de nouveau les ordres. Il y voit plus que de simples instructions pour un meurtre. Il y voit une chance de retrouver sa place dans un monde qui laisse rapidement derrière les hommes brisés comme lui. L'État britannique moderne lui offre un marché cruel, son honneur contre le salut de sa famille. Le nouveau pouvoir à Londres exige une loyauté absolue, et c'est maintenant le moment de la prouver. Mais le capitaine sait que les ordres sont injustes, contre nature, immoraux. Même sa propre nièce est mariée à un membre des McDonald's de Glencoe.
Ces soldats font leurs préparatifs avec une précision mécanique, enveloppant les platines de leurs mousquets pour les garder au sec, vérifiant leur poudre, assurant leurs lames. La neige tombe doucement. Elle tombe blanche. Elle recouvre tout. Dans les maisons de pierre, les McDonald's dorment profondément. Ils font confiance aux anciennes lois. Ils font confiance à l'hospitalité. Ils font confiance à l'humanité. Ils ont donné du pain aux soldats du roi. Ils ont donné de la chaleur. Les soldats ont mangé à leur table pendant 2 semaines. C'est ainsi dans les Highlands. La vallée de Glencoe est un piège. Tout le monde le sait. Les McDonald's le savent, les Campbell le savent. Une route pour entrer, une route pour sortir. Les 400 hommes du lieutenant-colonel Hamilton bloqueront ces routes quand le moment viendra. La neige continue de tomber de plus en plus fort. Certains soldats ne peuvent supporter la trahison. Les lieutenants Farquhar et Kennedy brisent leur épée. D'autres préviennent leurs hôtes. La plupart restent silencieux. Les ordres sont les ordres. Le vent couvre les sons. Les hommes du capitaine Campbell se lèvent dans l'obscurité. Ils connaissent les noms des enfants qu'ils vont tuer. Ils ont joué avec ces enfants. Mais encore une fois, les ordres sont les ordres. 5 heures du matin. L'obscurité d'avant l'aube est maintenant absolue. La neige tombe plus fort maintenant, étouffant tout son. Le premier signal arrive. Un claquement sec de mousquet qui résonne contre les parois des montagnes. À Inverugen, 8 hommes sont tirés de leur lit, conduits jusqu'à leur propre tas de fumier. Ils se tiennent dans la neige, certains encore pieds nus. Le peloton d'exécution s'arrange avec la précision d'une parade militaire. Ce sont des vétérans des Flandres, ils ont appris à tuer. Mousquet anglais, plomb espagnol, poudre hollandaise, acier allemand. Le nouveau monde turne avec une efficacité mécanique. Chaque tir résonne contre les montagnes. Les soldats tombent sur le dernier McDonald de Inverugen, un jeune homme d'à peine 20 ans. L'un des soldats, les doigts engourdis par le froid mordant des Highlands, fouille dans la poche du jeune McDonald. Puis, une découverte. Un parchemin usé au bord mais portant l'indéniable sceau de l'autorité. Les yeux du soldat s'écarquillent tandis qu'il déplie le document, révélant l'élégante écriture du colonel Hill, promettant refuge et protection au clan MacDonald de Glencoe. Le capitaine Robert Campbell de Glenlyon reste figé, son souffle visible dans l'air glacial. L'épée dans sa main lui semble soudain plus lourde que les montagnes qui les entourent. Il se positionne comme un bouclier vivant entre ces hommes et cette dernière victime. Ce pauvre garçon dont le clan a partagé le pain avec les hommes de Campbell seulement quelques heures auparavant. Dans ce moment d'hésitation, cet interlude fragile où la conscience affronte le devoir, le capitaine Drummond émerge des rangs. Ses yeux brillent de la froide détermination d'un prédateur tandis qu'il s'avance. Pourquoi respire-t-il encore ? La voix de Drummond tranche le silence comme une lame. Qu'en est-il de nos ordres ? Tuez-le ! Les soldats demeurent comme des statues, figés non par l'hiver des Highlands, mais par la conscience de leur propre humanité. Leurs armes pendent à leur côté, soudain étrangères et obscènes dans leurs mains. La passion de Drummond vole en éclats. Avec une précision fluide, il dégaine son pistolet et le pointe sur la tombe du jeune MacDonald. Dans sa maison, MacIan, le chef du clan, le vieux renard, entend le tumulte. Son serviteur fait irruption. Les soldats tuent tout le monde. Les soldats tuent tout le monde. Et même alors que la mort approche de sa porte, il maintient le code des Highlands. Apportez du whisky pour nos invités, ordonne-t-il. Il offre du whisky aux hommes qui sont venus le tuer. L'hospitalité est plus forte que la peur dans les Highlands. Du moins,
L'été. Sa femme meurt dans la neige dépouillée par des hommes qui avaient mangé à sa table. L'horreur se déroule avec une précision militaire. Dans une maison, une fillette de 9 ans s'enfuit des flammes, seulement pour être rattrapée et poignardée. Le lieutenant Lindsay écrira plus tard dans son journal que ces cris le hanteront jusqu'à sa propre mort dans les Flandres. Une femme enceinte fuit dans la tempête, parcourant quelques kilomètres avant que le froid ne l'emporte. On la retrouvera au printemps, quand la neige fondra. Certains soldats, leur humanité perçant à travers leur discipline, tirent délibérément trop haut ou laissent leur cible s'enfuir. Les lieutenants Farquhar et Kennedy, qui ont brisé leurs épées plutôt que leur honneur, choisissent le suicide professionnel plutôt que le meurtre. Mais d'autres exécutent leurs ordres avec une efficacité glaçante. Le capitaine Drummond, regardant un garçon s'accrocher aux jambes de Robert Campbell Glenlyon en suppliant pour sa vie, donne l'ordre de tirer avec le même ton qu'il utiliserait pour commander son petit déjeuner. Le massacre se répand dans la vallée comme une tache. 38 personnes meurent par la balle et la lame. La véritable horreur est encore à venir. Les soldats mettent le feu aux maisons, forçant femmes et enfants à affronter une tempête de neige déchaînée. La fumée porte plus que la simple odeur du chaume qui brûle. Elle porte l'odeur d'un monde qui change. Quelques McDonald's parviennent à s'échapper dans les montagnes, suivant d'anciens sentiers connus seulement du clan. Ils se retournent pour voir leur monde brûler, les flammes se reflétant sur la neige fraîche, la fumée s'élevant noire contre l'aube hivernale. Cette vision se grave dans leur mémoire, pour être transmise de génération en génération. Alors que l'aube se lève pleinement, la neige continue de tomber, couvrant le sang, couvrant les corps, couvrant les empreintes des meurtriers comme des victimes. Mais certaines choses ne peuvent être couvertes. Les montagnes se souviennent. Elles restent témoins de cette trahison. La lumière matinale révèle l'étendue du carnage. Des groupes épars de soldats rôdent tels des loups d'hiver, leurs yeux perçants guettant le moindre mouvement parmi les vestiges calcinés. Près d'Imbergen, un lieutenant guide ses hommes à travers les ruines fumantes, chaque pas laissant des empreintes cramoisies sur la neige immaculée. Un son, faible mais indéniable, perce le silence mortel, attirant leur tête comme des prédateurs détectant une proie blessée. Leur attention se fixe sur une humble demeure, défiant ses voisines en ruine. Le regard du lieutenant se rétrécit, tandis qu'il se tourne vers le plus jeune de ses hommes. « Toi là !» ordonne-t-il, sa voix tranchante comme un dirk dégainé dans le silence. « Entre dans cette maison et termine ce que nous avons commencé. » Le jeune soldat, ayant à peine vu 20 étés, sent son âme trembler dans la cage de ses côtes. Pourtant, il hoche la tête, ses doigts blanchissant tandis que sa prise se resserre sur son arme. Chaque pas vers la demeure plus lourd que le précédent. La porte cède à son toucher, gémissant comme une bête blessée, alors qu'elle révèle l'obscurité intérieure. Ses yeux, s'ajustant à la pénombre comme un prédateur pénétrant une caverne, découvrent les formes blotties contre le mur du fond, une femme serrant un enfant contre sa poitrine. À ses pieds gît un petit chien, ses yeux loyaux reflétant la silhouette du soldat encadré dans l'embrasure, comme la mort personnifiée.
le soldat murmure « J'ai été envoyé pour vous tuer ». Les yeux de la femme rencontrent les siens, non avec la haine qui l'attend, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la reconnaissance d'une humanité partagée. « Je vous en prie », murmure-t-elle, sa voix ferme malgré la peur. « Épargnez mon enfant, pensez à vous, vous n'étiez qu'un garçon comme lui un jour. » Le temps se suspend en cet instant, tendu comme une corde d'arc entre deux battements de cœur. Dans son esprit, le soldat ne voit pas des ennemis, mais des reflets, l'enfant qu'il était, la mère qu'il a portée, les innombrables avenirs possibles qui ne tiennent qu'au fil de sa prochaine action. D'un mouvement fluide né de l'entraînement, mais guidé par quelque chose de plus ancien que le devoir, il plonge sa lame non dans la chair de la femme ou de l'enfant, mais dans le fidèle molosse à leurs pieds. Le jappement de la créature, bref et surpris, résonne comme le tonnerre dans le silence de la maison. « Restez silencieux », ordonne-t-il, sa voix à peine un murmure. « Restez cachés jusqu'à que la tempête passe. » Émergeant dans la dure lumière du jour, plissant les yeux face au soleil, il présente sa lame ensanglantée au lieutenant qui l'attend. La preuve rouge tache l'acier, un acte partiellement accompli, mais totalement falsifié. Une rébellion silencieuse enveloppée dans l'apparence de l'obéissance. « La tâche est accomplie », déclare-t-il, et dans sa voix résonne la certitude d'un homme qui, dans le creuset de sa conscience, a choisi de suivre son humanité plutôt que l'obéissance. Les soldats partent, leur devoir accompli, laissant derrière eux une vallée de morts et de mourants. Le capitaine Campbell écrira dans son rapport que l'opération a été exécutée conformément aux ordres. À Londres, Dalrymple lira ce rapport avec satisfaction. Ni Hamilton ni Duncanson n'étaient présents lorsque le massacre a commencé, un détail qui en dit long sur la façon dont le pouvoir se distancie de sa propre violence. Les hommes qui ont planifié le carnage se sont assurés qu'ils n'auraient jamais à regarder dans les yeux ceux qu'ils avaient condamnés, laissant tout le sale travail à Robert Campbell de Glenlyon, l'homme parfait pour porter le chapeau. Cette absence calculée révèle l'un des schémas les plus intéressants de l'histoire. Comment ceux qui détiennent le plus grand pouvoir s'assurent de maintenir la plus grande distance entre eux-mêmes et la violence qu'ils autorisent. C'est un jeu d'échecs où les rois restent protégés, tandis que les pions sont sacrifiés sans hésitation. Mais l'histoire de Glencoe ne s'arrête pas là. Le massacre devient un symbole de tout ce que les Highlands perdront dans les années à venir. Leurs anciennes coutumes, leur système de clans, leur confiance en des traditions plus anciennes que la mémoire. La beauté de la vallée porte maintenant le poids du souvenir. Chaque pierre un témoin. Chaque chute de neige, un écho de ce terrible matin de février où l'hospitalité est morte dans les Highlands. Les séquelles se sont gravées dans la mémoire des Highlands comme des marques taillées dans la pierre. 38 personnes sont mortes par la balle et la lame. C'est le décompte officiel. Les chiffres sont propres, ne sont pas l'odeur des maisons qui brûlent, ni n'entendent les cris des enfants dans la tempête. 40 autres sont morts dans les montagnes. Des femmes, des enfants. La neige les a pris. On dit que c'est une histoire de clan. Campbell contre MacDonald. Simple, propre. Mais rien n'est simple dans les Highlands. Et rien n'est propre. Regardez la liste de la compagnie. Des Campbell certes, mais aussi des MacCallum, MacDiarmid, MacKissock, MacIvor. Et les habitants de la vallée. Des MacDonald certes aussi, mais des Rankin, des McCall, des MacPhail, Anderson.
Le sang n'est jamais pur, la trahison non plus. Malgré les premières apparences trompeuses et les raccourcis faciles, Glencoe n'a jamais été une affaire de revanche entre clans. La vérité de Glencoe a finalement échappé aux neiges des Highlands. Les ordres de Campbell de Glenlyon, laissés par négligence dans une taverne d'Édimbourg, ont trouvé leur chemin entre les mains jacobites, un réseau loyaliste des Stuarts, puis vers la France. Les documents même destinés à condamner pour toujours au silence les MacDonalds ont finalement donné voix à leur histoire. Lorsque la Gazette de Paris les a publiés, le massacre est devenu un scandale international. Le gouvernement de William, qui avait espéré faire un exemple de Glencoe, s'est retrouvé lui-même condamné, exposé comme étant prêt à transformer l'hospitalité légendaire des Highlands en une arme de terreur d'État. Des pamphlets ont circulé dans toute l'Europe, décrivant le massacre dans les termes les plus graphiques, soulignant la violation de l'hospitalité, un code sacré reconnu à travers les cultures. L'interprétation jacobite présentait Glencoe comme la preuve ultime que le régime de William était fondamentalement immoral et indigne d'allégeance. À Édimbourg, des hommes ont rédigé des rapports. Une enquête du Parlement écossais a voulu faire la lumière sur cette sanglante affaire. Ils ont inventé de nouveaux termes pour d'anciens crimes. Meurtre en confiance, l'ont-ils appelé. Comme si les mots pouvaient capturer ce qui s'est passé quand l'hospitalité est morte à Glencoe. Pendant ce temps, la cour du roi William continuait ses fêtes majestueuses à des centaines de kilomètres, un monde loin de la neige des Highlands. Août 1692. 6 mois après le massacre de Glencoe, le roi William, sous la pression du scandale, permet enfin aux MacDonald survivants de rentrer chez eux. Mais seulement après que le jeune John MacDonald, fils du chef assassiné MacIan, ait accompli le même rituel de soumission que son père avait réalisé avant de mourir. Le nouveau chef des MacDonald doit plier le genou devant le shérif Campbell à Inveraray, complétant un cercle d'humiliation qui a commencé avec la mort de son père et se termine par sa propre reddition. Alors que la Gazette de Paris révèle la nouvelle de Glencoe en avril 1692, le gouvernement de William a déjà commencé à disperser les preuves. En juin, le major Duncanson et le régiment d'Argyle disparaissent opportunément au front dans les Flandres. Un champ de bataille où les ennemis s'affrontent honorablement, contrairement au massacre d'autres endormis à Glencoe. Certains y trouvent la mort, combattant des adversaires qui cette fois peuvent les voir venir et se défendre. Le capitaine Robert Campbell de Glenlyon porte Glencoe comme un poids physique. Autrefois fier, maintenant aux yeux creux et hantés, il se déplace à travers les campagnes des Flandres comme un homme déjà moitié mort. Des témoins décrivent comment il sursaute aux ombres, comme si le fantôme de MacIan suivait chacun de ses pas. Quand la mort le réclame finalement à Bruges, il meurt dans la pauvreté la plus complète, ses restes consignés dans une tombe anonyme. Loin de sa bien-aimée patrie des Highlands, son nom à jamais lié à la trahison. Le lieutenant-colonel Hamilton s'éclipse discrètement vers un régiment irlandais, un transfert orchestré par Dalrymple lui-même. Le capitaine Thomas Drummond, après avoir survécu à la brutalité des Flandres, rejoint la tentative coloniale condamnée de Darien au Panama. Son histoire se termine de façon spectaculaire, abandonné sur une île lointaine de l'océan Indien. Seul le colonel Hill reste à Fort William, hanté par le vide de ses promesses brisées et son incapacité à arrêter le massacre. Lorsque le Parlement écossais enquête sur Glencoe, il se présente comme un témoin, cherchant peut-être l'absolution pour des promesses de protection qui se sont dissoutes dans la neige des Highlands, tachées du sang de MacDonald. L'histoire livre une leçon amère dans les suites de Glencoe. Pour Sir John Dalrymple, maître de Stair, l'architecte du massacre, les conséquences arrivent non pas comme une punition, mais comme une récompense. William d'Orange répond à cet épisode sanglant en accordant à Dalrymple des avantages supplémentaires et des revenus, lui permettant une retraite confortable dans ses domaines d'Ayrshire. Le calcul et l'esprit froid
derrière le massacre, se révèle dans le seul regret enregistré de Dalrymple. Tout ce que je regrette, c'est que certains membres du clan aient pu s'échapper. Ces déclarations glaçantes, sans repentir, offrent une fenêtre sur la logique la plus intime du pouvoir. Quand le roi William meurt en 1702, la reine Anne non seulement réhabilite Dalrymple, mais le promeut, le rétablissant au conseil privé et le nommant même comte. Le pouvoir reconnaît et récompense toujours les siens. L'homme même tenu responsable pour le massacre de Glencoe aide ensuite à négocier le traité d'union de 1707. Le traité qui reliera pour toujours l'Écosse et l'Angleterre. La symétrie et l'ironie est parfaite et terrible. Les mains qui ont rédigé les ordres pour violer l'hospitalité des Highlands rédigent maintenant les documents mettant fin à l'indépendance écossaise. Le lendemain du massacre de Glencoe nous montre un aspect véritablement glaçant de cette histoire. Ce n'est pas seulement la brutalité de ce qui s'est passé à Glencoe, mais c'est la froide précision avec laquelle la responsabilité a été diffusée, fragmentée et finalement reportée sur un homme, le capitaine Robert Campbell de Glenlyon, qui, bien que certainement coupable, était aussi lui-même victime d'un système conçu pour protéger ceux au sommet. Lorsque nous examinons attentivement les conflits à travers l'histoire, des batailles anciennes aux guerres modernes, nous retrouvons souvent ce même schéma qui se répète. Les décideurs se tiennent rarement en première ligne. Les signataires des arrêts de mort assistent rarement aux exécutions. Le pouvoir conserve ces distances calculées qui permettent la violence tout en préservant l'illusion de main propre. Alors que l'aube se lève sur Glencoe et que la neige est encore teintée de rouge, l'absence du maître de Ster, John Dalrymple, du lieutenant-colonel Hamilton et du major Duncanson en dit long sur la nature du pouvoir et sa relation avec la violence. Alors que le nom de Campbell serait à jamais lié à la trahison et au massacre, ceux qui ont véritablement orchestré le bain de sang espèrent rester de simples notes de bas de page dans le récit historique de ce terrible jour. Cela nous dit quoi sur le leadership, la responsabilité et la géographie morale du pouvoir? Peut-être que l'endroit le plus intéressant où regarder n'est pas toujours qui est présent lors des moments les plus sombres de l'histoire, mais qui s'assure de ne pas pouvoir y être retrouvé. Le sang versé à Glencoe ne fait pas que tacher le sol des Highlands. Il s'infiltre jusqu'à sa moelle, faisant germer des graines de rébellion qui fleuriront pendant des générations. À l'aube du XVIIIe siècle, la cause jacobite puise une force renouvelée dans la mémoire collective de la trahison. Lorsque le soulèvement de 1715 éclate, les épées des MacDonald figurent parmi les premières à être dégainées, leurs cris de guerre portant les échos de leurs proches assassinés. Le champ de bataille de Sheriff Meyer se déploie sous un ciel chargé de mémoire ancestrale. À travers le sol durci par le gel, deux silhouettes se dressent en défiant le destin lui-même. John MacDonald, fils du chef assassiné de Glencoe, et John Campbell de Glenlyon, l'héritier malheureux du capitaine Robert Campbell. Leurs regards se croisent par-dessus un gouffre de haine et de honte héritée. Les fantômes de leurs ancêtres murmurent en vengeance et pardon. Pourtant, alors que les corps de bataille des Highlands fendent l'air, quelque chose de miraculeux se produit. Les MacDonalds de Glencoe et les Campbells de Glenlyon avancent comme un seul homme, leurs tartans tourbillonnant comme des lignées de sang entremêlées, leurs lames captant la même lumière froide. Ils marchent ensemble, se tiennent ensemble,
et chargent ensemble, épaule contre épaule. Ces fils de victimes et de bourreaux forgeant une fraternité dans le creuset de la guerre. Leur alliance improbable révèle une vérité profonde. Le massacre de Glencoe n'a jamais été une question de haine entre clans, mais de terreur sanctionnée par l'État. Les brumes des Highlands s'écartent de nouveau comme des rideaux fantomatiques lorsque l'étendard du prince Charles Stuart se déploie dans les vents écossais de 1745 lors de la nouvelle rébellion jacobite. Le prince appelle à lui les anciennes rancunes des montagnes et des glaines. Parmi ceux qui répondent, aucun ne vient avec des cœurs plus chargés de vengeance et de colère légitime que les MacDonalds de Glencoe. À leur tête chevauche Alexander MacDonald, 14e chef d'un héritage trempé de sang. Un demi-siècle auparavant, alors que le massacre peignait les neiges de Glencoe de cendres, il n'était qu'un nourrisson vulnérable, emporté dans l'étreinte désespérée d'une nourrice, tandis que ses parents tombaient sous des lames traîtresses. Maintenant, Alexander revient, fantôme vivant, le visage de la vengeance de ses ancêtres assassinés. L'enfant qui aurait dû mourir commande désormais des guerriers. Chaque battement de son cœur, un défi à la couronne qui avait décrété l'extinction de son clan. À Preston Pans et Falkirk, les MacDonalds de Glencoe combattent avec une fureur née d'un traumatisme collectif. Chaque coup d'épée et tir de mousquet mangeant non seulement un père, une mère ou un oncle ou une tante, mais un monde entier qu'un décret gouvernemental avait tenté d'effacer. Pourtant, le destin façonne de cruelles symétries. Quand la rébellion vacille, le feu lèche à nouveau les poutres des toits des MacDonalds de Glencoe. Et les soldats du gouvernement chassent encore leur bétail à travers les cols montagneux. Comme si l'histoire elle-même était une lame enfoncée à répétition dans la même plaie. Et même lorsque la cause jacobite rencontre sa fin sanglante sur la lande de Culloden en 1746, les MacDonald combattent avec distinction. La participation de leur clan à ces rébellions étant inséparable du souvenir de ce matin de février enneigé où l'hospitalité fut assassinée. Glencoe était devenu plus qu'un massacre. Il s'était transformé en cri de ralliement, une blessure qui ne guérirait pas, et finalement, un catalyseur pour les dernières tentatives désespérées de restaurer l'ancien ordre avant que le mode de vie des Highlands ne soit systématiquement démantelé dans les suites de la bataille de Culloden. Le massacre de Glencoe était plus qu'une simple manifestation de violence dans les Highlands. C'était de la terreur d'État au service d'un nouvel ordre britannique. Le gouvernement de William devait montrer que l'ancien monde des loyautés claniques et des codes des Highlands devait s'incliner devant la nouvelle réalité du pouvoir étatique moderne. La menace française rendait toute rébellion trop dangereuse pour être tolérée. Si un chef, comme le vieux renard, pouvait défier le délai du roi sans conséquence, d'autres pourraient suivre. L'État britannique, émergeant de la glorieuse Révolution, ne pouvait se permettre une telle faiblesse, pas avec la France de Louis XIV qui attendait d'exploiter la moindre fissure dans l'autorité du nouveau roi William. Les choix auxquels ont été confrontés les tueurs de Glencoe résonnent au-delà de leur époque. Quand le capitaine Campbell de Glenlyon reçut ses ordres, il devint un maillon d'une chaîne qui s'étendait de la neige des Highlands au couloir du pouvoir à Londres et au-delà en Europe continentale. Chaque homme qui pressa la détente ce matin de février agissait non seulement pour le clan ou le roi, mais comme un instrument du pouvoir d'État dans une lutte européenne entre grandes puissances. Leur choix individuel, obéir ou résister, avertir ou rester silencieux, viser juste ou délibérément rater, étaient des réponses personnelles aux forces impersonnelles et froides du pouvoir d'État et de la politique internationale.
chaque génération fait face à son propre Glencoe, ce moment où les ordres venus d'en haut entrent en conflit avec la décence humaine fondamentale. De Nuremberg à La Haye, nous luttons toujours avec les mêmes questions. Quand le fait de suivre les ordres devient-il de la complicité ? Quel prix donnons-nous à la loyauté ? Que se passe-t-il quand le devoir et la conscience s'affrontent ? Quand l'autorité devient-elle tyrannie ? La neige ensanglantée de Glencoe nous ramène à une salle d'audience en Allemagne, à Breisach, s'y tient Peter von Hagenbach, premier commandant de l'histoire occidentale, jugé non comme un ennemi vaincu, mais comme un criminel. Sa défense, contre les accusations d'atrocité qu'il a commises en tant que gouverneur de Breisach, résonne avec une familiarité glaçante. « Je n'ai pas commis ces actes de ma propre autorité, mais sur mandat de mon Seigneur. » La réponse sans précédent du tribunal résonne à travers les siècles. Personne, pas même un souverain, ne peut autoriser de telles atrocités. Certains ordres, par leur nature même, ne peuvent être suivis. Alors que les hommes du capitaine Robert Campbell chargeaient leurs mousquets dans les maisons noires des Highlands, cette question demeurait encore sans réponse. Un soldat peut-il vraiment se cacher derrière des ordres ? Les juges de von Hagenbach avaient répondu pour la première fois. Le monde poserait à nouveau la question. Saut dans le temps, Afrique du Sud, 1902. Le lieutenant Harry Breaker Morant fait face à un peloton d'exécution britannique aux côtés de 2 autres officiers. Leur crime, exécution de prisonniers boers et d'un témoin missionnaire allemand. Leur défense fait écho au plaidoyer non prononcé de Campbell. Nous faisions qu'exécuter les ordres du Lord Kitchener. La cour martiale les déclare coupables, mais avec une hypocrisie tacite. Ces hommes deviennent des sacrifices à l'opinion internationale, tandis que ceux qui ont élaboré la politique restent intouchés. Dans le célèbre film de 1980, avant son exécution, Morant déclare « Voilà ce qui arrive quand on construit un empire. » Ce qui relie von Hagenbach, Campbell et Morant n'est pas seulement le sang sur leurs mains. C'est la façon dont les systèmes de pouvoir les sélectionnent à la fois comme instruments et sacrifices ultimes. La réponse éternelle qui hante Glencoe, « Je ne faisais que suivre les ordres », résonnera dans le monde entier 2 siècles et demi plus tard dans les couloirs de Nuremberg. Les hommes du capitaine Campbell qui ont appuyé sur la gâchette n'étaient pas si différents de ceux qui plus tard prétendaient qu'ils ne faisaient que suivre les ordres pendant la Seconde Guerre mondiale. Lorsque le général allemand Anton Dössler a comparu devant un tribunal américain à Caserta en octobre 1945, sa défense, qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres lorsqu'il a commandé l'exécution de 15 soldats américains capturés, reflétait les justifications offertes par le capitaine Robert Campbell et ses hommes. Le rejet de la défense de Dössler par le tribunal a établi un précédent pour les procès de Nuremberg qui ont suivi, codifiant ce que les Highlands avaient déjà compris. Un ordre est un ordre ne pouvait pas absoudre quelqu'un de sa responsabilité morale. À Nuremberg, le monde a finalement mis cette question en jugement. Les juges là-bas auraient reconnu l'expression « meurtre en confiance », le terme juridique inventé pour Glencoe par le Parlement écossais. Les juges de Nuremberg aussi ont lutté avec des crimes qui violaient non seulement les lois écrites, mais les codes fondamentaux de la décence humaine. La défense de « un ordre est un ordre » s'est effondrée dans ces tribunaux, tout comme l'excuse des « ordres du roi » n'a pas réussi à justifier Glencoe aux yeux de l'histoire. Le principe 4 de Nuremberg qui en a émergé, je cite, « Le fait qu'une personne ait agi conformément à l'ordre de son gouvernement ou d'un supérieur ne la dégage pas de sa responsabilité en droit international, à condition qu'un choix moral lui ait été en fait possible. » Ce principe aurait pu être écrit spécifiquement à propos de Glencoe. Mais Glencoe offre quelque chose que Nuremberg n'offre pas, un regard plus proche sur le visage humain de tels choix. Nous connaissons ces hommes,
Nous savons qu'ils ont joué avec les enfants McDonald, partagé leur pain, bu leur whisky. Le lieutenant Lindsay a enregistré dans son journal les noms de ceux qu'il recevrait plus tard l'ordre de tuer. Ce n'étaient pas des bureaucrates sans visage signant des papiers dans des bureaux lointains. C'étaient des hommes qui devaient regarder dans les yeux leur hôte avant de devenir leur bourreau. Certains, comme le capitaine Drummond, n'avaient aucun scrupule à exécuter des ordres immoraux. D'autres, comme le capitaine Robert Campbell et d'autres soldats venant des Highlands, ont fait leur devoir avec honte, dégoût et regret. Mais certains ont choisi différemment. Quand des soldats ont prévenu leur hôte ou délibérément raté leur tir, quand les lieutenants Farquhar et Kennedy ont brisé leurs épées plutôt que leur honneur, ils ont répondu à la question qui entrait plus tard les procès de Nuremberg. Oui, il y a un point où la conscience doit l'emporter sur les ordres. Leurs actions nous rappellent des officiers allemands comme Albert Battel qui ont refusé les ordres et aidé à sauver des Juifs, choisissant l'humanité plutôt que le devoir. La neige qui est tombée sur Glencoe ce matin de février n'était pas si différente de la neige qui tomberait plus tard en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux ont couvert les preuves de crimes commis par des hommes qui prétendaient qu'ils ne faisaient que suivre les ordres. Les deux ont été témoins des choix que font les humains quand ils sont pris entre le devoir et la conscience. Mais les deux ont suivi des actes de résistance, des soldats qui ont averti leurs victimes, des officiers qui ont brisé leurs épées, des humains qui ont choisi l'humanité plutôt que de suivre les ordres. C'est pourquoi Glencoe importe et m'importe. Ce n'était pas juste une histoire des Highlands, ce n'était pas juste une histoire de clans et de rois. C'est une histoire sur les choix que définissent notre humanité. Avant que Nuremberg nous donne un précédent juridique, avant que le droit international ne codifie les crimes contre l'humanité, Glencoe posait la question qui nous hante encore. Quand la loyauté envers l'autorité devient-elle de la complicité dans le mal ? La réponse résonne encore contre ces parois montagneuses. Quand elle nous demande de rompre la foi avec notre humanité commune. Alors que je voyage à travers cette terre magnifique, je pense aux ironies. Glencoe ne parle pas seulement du passé. En tant qu'historien, en tant que conteur, en tant que quelqu'un qui a vécu et voyagé dans de nombreux pays du monde, je vois ici quelque chose d'universel. Cette vallée parle de quelque chose de fondamental sur le pouvoir, sur la confiance, sur ce qui se passe quand la machinerie de l'État broie les liens humains. Le massacre devait être un exemple, une démonstration du pouvoir d'État. Au lieu de cela, il est devenu un symbole de résistance, un rappel que certains crimes résonnent à travers les siècles. Les McDonald's étaient ciblés pour avoir été trop lents à prêter allégeance à un nouveau roi. Pourtant, leur histoire de trahison a survécu à l'Empire qui cherchait à les effacer. À l'auberge Clageg, jusqu'à récemment, une pancarte indiquait « Ni colporteur, ni Campbell ». La haine est encore tenace. Mais si les héritiers immédiats de ce traumatisme, John MacDonald et John Campbell de Glenlyon, ceux qui avaient le plus de raisons de se détester ou d'avoir honte, ont pu transcender cet héritage en une seule génération et se battre côte à côte sur le champ de bataille, cela dit quoi de nos vieilles rancunes tenaces ? Les montagnes de Glencoe ont été témoins à la fois de la capacité de l'humanité à la cruauté calculée et de son potentiel pour une réconciliation malgré la haine et la honte, offrant un témoignage plus nuancé que nos récits simplifiés ne le permettent souvent. Les pierres se souviennent de ce que les hommes tentent d'oublier, et parfois, comme ce matin d'hiver en Écosse, elles partagent leurs secrets avec ceux qui s'arrêtent pour écouter. La neige tombe maintenant comme elle tombait alors. Rien n'a changé dans cette vallée. Les montagnes gardent toujours leurs secrets. Le vent hurle toujours dans les brèches. Les pierres se souviennent toujours. Et nous continuons à raconter l'histoire. Car dans ces ombres et ces silences, dans ces trahisons et ces résistances, nous reconnaissons notre propre monde, nos propres choix, notre propre humanité.
C'est pourquoi je raconte cette histoire maintenant. Non pas parce qu'elle m'appartient, loin de là, mais parce que dans ces questionnements sur le pouvoir, la trahison et la mémoire, elle nous appartient à tous. Nous ne sommes que des porteurs d'histoire. Nous les gardons un moment, puis nous les transmettons, comme le vent dans ces vallées écossaises, comme la neige sur les collines des Highlands. Ici à Glencoe, où les montagnes rencontrent le ciel, où la brume et la mémoire se mêlent, nous sommes rappelés que l'histoire n'est pas seulement quelque chose qui s'est passé. L'histoire, c'est quelque chose qui se passe, encore et encore, posant à chaque génération les mêmes questions brutales sur la loyauté, le devoir, le pouvoir et le prix du silence. Je regarde autour de moi. Les montagnes attendent. Elles attendront toujours. Elles ont le temps. Elles ont la pierre. Elles ont la mémoire. C'est suffisant. C'était Christophe Caporelli pour Odyssea 2.0. À la prochaine fois. Auchterole is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell's. Crow was the foe that raped Glencoe and muttered the house of MacDonald. They came in the blizzard, we offered them heat, a roof for their heads, dry shoes for their feet. We wine them, we dine them, they ate all our meat, and they slept in the house of MacDonald. Auchterole is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell. Crow was the foe that raped Glencoe and muttered the house of MacDonald. They came from Fort William with murder in mind. The Campbell had orders King William had signed. But to the sword, these words underlined: leave none alive caught MacDonald. Auchterole is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell. Crow was the foe that raped Glencoe and muttered the house of MacDonald. They came in the night when the men were asleep. This band of Argyles through snow soft and deep, like murdering foxes among helpless sheep, they slaughtered the house of MacDonald. Auchterole is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell. Crow was the foe that raped Glencoe and muttered the house of MacDonald. Some died in their beds at the hands of the foe. Some fled in the night, were lost in the snow. Some lived to accuse him, was struck the first blow. But gone was the house of MacDonald. Auchterole is the snow that sweeps Glencoe and covers the grave O'Donnell. Crow was the foe that raped Glencoe and muttered the house of MacDonald. They slaughtered the house of MacDonald.